Aujourd'hui, pour beaucoup de nouveaux fans, MMA rime avec UFC. Certains pensent même que l'UFC est un sport à part entière, tellement cette organisation prédomine ce sport. Mais bien que l'Ultimate Fighting Championship soit aujourd'hui l'organisation la plus populaire de par son ancienneté et du fait que beaucoup de combattants y aient construit leur légende, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, entre 1997 et 2007, une organisation japonaise va lui faire de l'ombre. Et malgré qu'elle n'ait existé que pendant 10 ans, elle s'est définitivement inscrite dans la légende de ce sport. Pour les plus anciens, vous savez déjà de quoi je parle, et j'ai sûrement ravivé une flamme, ravivé des souvenirs qui se cachaient au fond de votre mémoire. Pour les nouveaux fans, préparez-vous. Oui, préparez-vous à voir de la bagarre, à voir du sang, à voir des mecs chargés comme des mules. Bienvenue dans ce nouveau documentaire Le Parcours, consacré à l'histoire du Pride. Avant que la vidéo commence, je souhaitais vous parler de notre nouveau partenaire Chain Nation. Chain Nation est une marque française qui propose une large gamme de bijoux, que ce soit des bagues, des bracelets et des chaînes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ils ont aussi lancé récemment leur collection de bijoux pour sneakers et tu pourras forcément t'y retrouver puisqu'il y a des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip que pourraient porter des combattants comme Israel Adesanya, Sean O'Malley ou encore Tyron Woodley. Si t'es plutôt fan de rap, sache que tu peux créer tes bijoux sur mesure et c'est ce qui s'est passé pour Gradure, Green Montana, 13 Block ou encore Hornet La Frappe. On tient à préciser que leurs produits sont de très grande qualité et surtout garantis à vie. Leur service client est aussi irréprochable, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. La livraison est gratuite et tes produits arriveront entre 2 et 3 jours. Si tu habites en dehors de la France, pas de souci puisqu'ils livrent aussi à l'international. Donc si tu souhaites faire un cadeau à tes proches ou à toi-même, franchement n'hésite pas, on te laisse le lien de leur site internet en description. Pour les fêtes, il y a en plus une offre exceptionnelle puisque si tu achètes un produit, tu en auras un autre d'offert. Sinon, si tu souhaites vraiment n'avoir qu'un seul produit, tu auras le droit à 30% de réduction avec le code Noël30. Faisons un petit bond dans le passé. Nous sommes alors en 1997. L'UFC n'est pas encore l'organisation qu'on connaît tous, puisqu'elle existe que depuis seulement 4 ans et a du mal à trouver son public à cause de la violence des combats. Au départ, il n'y a pas de gants, pas de catégorie de poids et aucune limite de temps. L'UFC organisait de simples combats en cage entre tous les sports de combat et arts martiaux possibles, tels que la boxe anglaise, le taekwondo, la savate, la lutte, le judo, le karaté, le sumo ou encore le jiu-jitsu brésilien. Tout ceci dans le but de montrer quel est le meilleur art martial. On commence alors à parler d'arts martiaux mixtes. Mais ce sport qu'est le MMA n'existe pas réellement et n'est encore qu'à ses prémices. De l'autre côté du globe, au pays du soleil levant, s'organisent déjà des combats d'arts martiaux mixtes, notamment de Shooto et de Pancrase, deux sports très proches du MMA. Seulement, ce qui intéresse vraiment les passionnés d'arts martiaux, c'est le K1. Et ses stars tels que Jérôme Le Banner, Peter Hertz, Ernesto Hoost, Mark Hunt ou encore l'homme qui a provoqué Mike Tyson après sa victoire, le monstrueux Bob Sapp. Sign the contract, big boy. Sign the contract. L'âge d'or du kickboxing bat alors à son plein grâce à cette organisation japonaise qui fête elle aussi sa 4e année d'existence. Pendant ce temps aux États-Unis, un certain Royce Gracie brille à l'UFC, enchaînant les victoires grâce à son jiu-jitsu brésilien. L'engouement autour de ce sport monte alors petit à petit. Les Japonais le sentent et veulent alors posséder leur propre organisation de MMA. Avec 50 millions de yens de l'ancien Yakuza, Hiromichi Momose qui sera plus tard surnommé le fantôme du Pride pour son travail dans l'ombre et le soutien de Fuji Television, le Pride Fighting Championship voit le jour. Avec une présentation claire et limpide. Imaginez un pratiquant de jiu-jitsu brésilien contre un kickboxer, un spécialiste du judo contre un lutteur. C'est ça le Mixed Martial Arts, c'est ça le Pride FC. Le concept est simple, chaque sport de combat s'affronte pour définir qui est le meilleur. Concernant les règles, au Japon, la plupart des combats se déroulent en 3 rounds. Le premier dure 10 minutes et les deux autres 5 minutes. Contrairement à l'UFC, aucun coup de coude n'est autorisé. En revanche, le pays du soleil levant est beaucoup moins strict sur d'autres aspects.
Au Pride, les coups de pied à la tête sur un adversaire au sol sont autorisés. Maintenant que vous savez tout ça, commençons. Le premier événement du Pride a lieu le 11 octobre 1997. Les Japonais choisissent alors comme tête d'affiche Rickson Gracie. Ce nom ne vous rappelle rien? En effet, il s'agit du grand frère de Royce Gracie dont nous avons parlé plus tôt pour sa renommée à l'UFC. Rickson est une véritable légende du jiu-jitsu brésilien et est déjà bien connu au Japon. Il a notamment remporté à plusieurs reprises le Vale-Tudo Japan, un tournoi créé en 1994 qui voit s'affronter 8 combattants pour ne déterminer qu'un seul vainqueur. Mais là n'est pas la seule raison du Pride FC de choisir Rickson Gracie. Alors qu'il venait de remporter ses 3 combats au Vale-Tudo Japan, Yoji Anjo, catcheur dans la promotion UWF, défie le Brésilien. Le 7 décembre 1994, Anjo et un groupe de journalistes japonais se présentent alors à l'improviste à l'Académie Gracie Jiu-Jitsu de Santa Monica. Rickson arrive au gymnase et accepte le défi de Yoshi Anjo. Seulement, interdit aux membres de la presse d'entrer. Le combat qui en résulta fut à sens unique. Gracie a rapidement emmené Anjo au sol et une fois en montée, a commencé à faire pleuvoir les coups de poing. Anjo s'est alors retourné pour abandonner, mais plutôt que de l'étrangler, Gracie continua à le frapper, une décision qu'il justifia plus tard par son désir de ne laisser aucun doute quant au vainqueur du combat. Finalement, après un passage à tabac prolongé, Gracie étrangla Anjo jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les journalistes enfin autorisés à entrer se sont empressés de prendre des photos d'un Anjo ensanglanté et d'un Gracie festoyant sa victoire. Le combat a des répercussions historiques importantes pour l'histoire des arts martiaux mixtes. En tant qu'organisateur principal de l'UWF et star du catch japonais, Nobuhiko Takada doit restaurer l'honneur de l'organisation et de son pays dans un combat avec Rickson. C'est fait. Les organisateurs du Pride ont leur tête d'affiche, un as du jiu-jitsu brésilien contre une star du catch japonais. Deux styles bien distincts qui revendiquent leur supériorité respective. On est alors complètement dans le thème du Pride dès la première soirée, même si dans le fond, l'issue du combat ne laisse que très peu de suspense. Sans surprise, Rickson Gracie soumet Takada au premier round grâce à une clé de bras. Cette première soirée connaît déjà un vrai succès, notamment grâce à ce main event, et le Pride est alors lancé. Pour le deuxième événement, la carte se compose encore une fois de combattants japonais et de stars de l'UFC, dont notamment Mark Kerr, numéro 1 mondial de combat libre de 1997 à 2000. L'américain de 116 kg affronte alors Branko Cicatic. Le croate a notamment gagné le K1 World Grand Prix de 1993, mettant KO la légende Ernesto Hoost. Mais cela ne suffit pas à battre Mark Kerr puisque le croate s'accroche aux cordes et est donc disqualifié. Bien plus tard, on apprendra que Mark Kerr était dopé et accro-antalgique. Oui, la particularité de l'organisation était qu'aucun contrôle antidopage n'était effectué. Le Pride prend alors de l'ampleur et arrive à dérober plusieurs stars de l'UFC. Rickson, Gracie et Takada s'affrontent une nouvelle fois lors du Pride 4. Avec une nouvelle victoire du Brésilien, toujours grâce à une clé de bras. L'engouement ne cesse alors de grandir, mais ce n'est que le début. De nombreuses soirées de légende, animées par des combattants iconiques et des batailles interminables, attendent les fans japonais. Déjà symbolique de par le millénaire passé, l'année 2000 marque un tournant dans l'histoire du Pride. Les Japonais lancent le Pride Grand Prix, un tournoi organisé en 2 parties, qui regroupe 16 combattants. La première partie, l'opening round, se déroule le 30 janvier au Dôme de Tokyo devant 48 000 personnes. Dans le roster, on y retrouve plusieurs têtes d'affiche comme Royce Gracie qui affronte notamment le catcheur que son frère a déjà battu 2 fois, Nobuhiko Takada. On y retrouve aussi des monstres physiques, mais aussi des anciennes stars de l'UFC comme Mark Coleman, Mark Kerr. On y retrouve également Igor Vovchanchyn et un japonais qui émerge, Kazuchi Sakuraba. Tous ceux cités remportent leurs combats respectifs et se retrouvent pour la phase finale du tournoi quelques mois plus tard. Dans cette soirée, tous les combats menant jusqu'au titre auront lieu. Il faudra donc enchaîner 3 victoires pour l'emporter. Kazuchi Sakuraba qui a déjà battu un autre Gracie, Royler,
lors du Pride 8 un an plus tôt, va affronter la légende Royce Gracie dans un combat très spécial. Des rounds de 15 minutes. Et aucune limite de round. Ces deux hommes vont se battre pendant 6 rounds de 15 minutes jusqu'à ce que Gracie abandonne. Sur cette technique de boxe, c'est particulière. Sans garde. Ça a fait mal, c'est là aussi. Juste quand il posait sa jambe, Royce Gracie, il a pris le low kick. Il est toujours assis, Royce Gracie il se lève pas. Et il a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge. C'est terminé, Sakuraba a battu la légende Royce Gracie. Il l'a fait abandonner Royce Gracie. Imaginez un Gracie qui abandonné, qui jette l'éponge. On n'a jamais vu ça. C'est incroyable, c'est historique tout simplement. C'est historique, voilà, ça n'était jamais arrivé. Oui, Kazuchi Sakuraba a alors battu deux frères Gracie. Et après 1h30 de combat, le japonais doit enchaîner avec un combat face à Igor Vovchanchyn, un Ukrainien de 1m73 pour 93 kg. L'Ukrainien possédait surtout un palmarès très impressionnant de 42 victoires pour seulement 2 défaites. Et contrairement à Kazuchi Sakuraba qui venait d'avoir un combat de 1h30, Vovchanchyn venait de mettre TKO l'ancien combattant de l'UFC Gary Goodridge lors du premier round. Étant complètement épuisé après son combat face à Royce Gracie, Vovchanchyn va alors remporter le combat et va retrouver Mark Coleman en finale. Voilà, la puissance des coups de genoux. Coleman qui vise la tête. Ah, il vise la tête, c'est sûr, il ne vise pas autre chose. Il faut que l'arbitre reste bien vigilant. Il abandonne. C'est terminé. Coleman est vainqueur. Coleman est vainqueur. Et Coleman. Eh ouais. Voilà. Regardez-le, il sait plus comment agir. Il a gagné le tournoi. Après la ceinture de l'UFC, il a maintenant la ceinture du Pride. Autour de la taille. Le premier Grand Prix du Pride est alors remporté par l'ancien champion de l'UFC, l'américain Mark Coleman. Le concept plaît énormément. Les événements sont alors diffusés à la télé et le Pride explose. Les tournois du Pride cartonnent à travers le monde et révèlent de grands champions, mais le Pride n'a toujours pas décerné de réelles ceintures. Ils veulent alors en attribuer et programment cela pour le Pride 17, le 3 novembre 2001. À cette époque, il n'y a que 2 catégories de poids, les poids lourds, les plus de 93 kg, et les poids mi-lourds, les moins de 93 kg. Ils créeront plus tard la catégorie des poids welter, c'est-à-dire des moins de 83 kg, et celle des poids légers, celle des moins de 74 kg. It's the night that the whole martial art world has been waiting for, when Pride is going to crown not one, but 2 new champions. Ce soir-là, le Brésilien Antonio Rodrigo Nogueira devient le premier champion des poids lourds du Pride FC en battant Eds Herring. En moins de 93 kg, un autre Brésilien qui répond au nom de Vanderlei Silva décroche alors la ceinture en battant la légende du Pride de Gracie Hunter, Kazuchi Sakuraba, qui se blesse à l'épaule lors du combat. On vous l'a dit. Ce qui fait la légende de cette organisation, ce sont des monstres physiques qui se donnent corps et âme dans des combats sanglants. Le meilleur exemple pour illustrer tout ça nous amène au Pride 21 en 2002. Don Frye, ce moustachu célèbre qui incarne le cliché américain, mesurant 1m85 et pesant 93 kg, se mesure au catcheur japonais Yoshiro Takayama qui mesure quant à lui 1m95 pour 130 kg. Le fight prend alors très rapidement des allures de combat de rue. Les deux hommes vont se rendre coup pour coup. Miro Mijatovic, son manager, le fait combattre sur l'événement Inoki Bombaye, mais tout ne se passa pas comme prévu. Le président du Pride, Sakakibara, a dit qu'il allait le poursuivre en justice ainsi que Fedor. En réalité, il n'a pas tenté d'action en justice parce qu'il n'avait aucun droit de poursuivre qui que ce soit. Ce qu'il a fait, c'est envoyer des Yakuza afin de faire vendre Fedor gratuitement à l'organisation. Sakakibara and 4 Yakuza guys turn up to the Okura Hotel in Kobe. I was told I had to sign over my rights to Fyodor or I wasn't going to leave Kobe alive. I was fairly confident they weren't going to shoot me in the Okura Hotel. It's a bit difficult to deal with getting a body out especially a body my size, out the wall. So I felt I had a bit of room to push back on. One of the guys pulled out his gun, put it on the table, and we continued to talk. And when I continued to push back, he picked the gun up and aimed it to my head and said, "You know what's going to happen if you don't sign."
Fearing for his life, Miro reluctantly signed Fyodor over to Pride, receiving nothing in compensation. Fedor Emelianenko restera champion jusqu'à la fin du Pride en 2007. Mais un simple résumé de sa carrière ne pourrait pas illustrer tous les moments marquants et la légende qu'il a écrite. Sa simple personne mériterait une vidéo à part entière, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Retour au Japon, nous sommes alors en 2003 et le Pride est au sommet. L'organisation va alors mettre en place ses Pride Grand Prix de manière plus régulière. Désormais chaque année, les meilleurs combattants d'une catégorie s'affronteront. Ces tournois ne sont pas liés à la ceinture de champion. Un combattant peut en effet avoir la ceinture de sa catégorie et obtenir la ceinture de vainqueur du tournoi. C'est le cas pour le Pride Grand Prix 2003. Avant la finale de ce tournoi qui verra s'opposer Quinton Rampage Jackson à Wanderlei Silva, un combat pour le titre intérimaire des poids lourds verra s'opposer Antonio Rodrigo Nogueira, actuellement en 20 victoires pour seulement 2 défaites, à Mirko Cro Cop, alors invaincu en 9 combats. Après un combat totalement dominé par le Croate, le Brésilien s'imposera finalement par un Jujigatame à la surprise générale, remportant la ceinture intérimaire des poids lourds du Pride. La finale du Grand Prix 2003 peut alors commencer. This is one of the best stare downs we'll see, guys. Look at him, look at him. Oh, yes. Ce Grand Prix voit triompher Wanderlei Silva contre Quinton Rampage Jackson en finale des moins de 93 kg. L'année suivante, c'est au tour des plus de 93 kg de se prêter au jeu du tournoi. Cette fois-ci, les 16 meilleurs combattants poids lourds sont réunis avec des véritables monstres. L'affiche de la finale est une revanche entre Fedor Emelianenko et Antonio Rodrigo Nogueira, mais le combat se solde par un no contest après un coup de tête involontaire. Match nul, mais le combat est reporté en fin d'année sur un événement du Pride et Fedor l'emporte et devient lui aussi double champion. Comment parler de l'année 2004 sans mentionner l'un des KO les plus impressionnants de l'histoire du MMA? Remettons-nous dans le contexte. Quinton Jackson, spécialiste des slams, vient de mettre KO Ikui Saminoa et veut obtenir sa revanche face à Wanderlei Silva. Avant ça, il doit se frotter à Ricardo Arona, un monstre brésilien qui enchaîne les victoires face à des grands noms comme Guy Mezger ou encore Dan Anderson, et dont la seule défaite était une décision très controversée face au dernier empereur, Fedor Emelianenko. Le combat s'est d'abord soldé par une égalité avant que Fedor soit déclaré vainqueur après un extra round. Contrant l'amener au sol de Arona, Rampage Jackson va se retrouver en full guard. Après quelques minutes passées au sol, Arona va alors tenter un triangle. Seulement, Rampage va saisir ses bras, le décollant du sol avant de le slammer, tout comme un certain Batista à la WWE. « 2005 représente peut-être l'année la plus marquante du Pride. Cette année-là, un tournoi iconique est organisé qui réunit les 16 meilleurs combattants middleweight de la planète. Imaginez un peu, ce serait comme si aujourd'hui Israel Adesanya, Dricus du Plessis, Jared Cannonier, Khamzat Chimaev, Robert Whittaker, Marvin Vettori, Paulo Costa ou encore Sean Strickland combattaient dans un tournoi sur la même carte. Mais là, au Japon, c'était encore plus impressionnant, puisqu'on n'y retrouve que des champions comme Antonio Rogerio Nogueira, le frère jumeau de l'ancien champion poids lourd Antonio Rodrigo Nogueira, Alistair Overeem, Wanderlei Silva, Igor Vovchanchyn, Vitor Belfort, Dan Anderson, Rampage Jackson, Ricardo Arona ou encore Kazuchi Sakuraba. Mais c'est un Brésilien du nom de Mauricio Shogun qui crée la surprise puisqu'au premier tour, il bat Quinton Rampage Jackson, il bat ensuite en quart de finale Antonio Rogerio Nogueira, en demi-finale le Hollandais Alistair Overeem, puis bat en finale son compatriote brésilien Ricardo Arona et remporte le Grand Prix de 2005. Parmi tous ces noms cités, beaucoup auront une très belle carrière à l'UFC par la suite. Mais ce n'est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas, en plus de ce tournoi, le Pride programme durant la même soirée un des combats les plus attendus de l'histoire du MMA. En effet, Fedor Emelianenko défend son titre contre Mirko Cro Cop. Les deux combattants sont au sommet de leur art et sont actuellement les meilleurs poids lourds de la planète. Le Russe est toujours invaincu au Pride.
et il arrive sur une série de 19 victoires d'affilée. En face de lui, le Croate est en 16 victoires pour seulement 2 défaites et a remporté 12 de ses 14 combats au Pride. De son vrai nom Filipović, Mirko Cro Cop vient du pied-point et est notamment connu pour sa jambe gauche dévastatrice. Jambe gauche qui mettra KO le frère de Fedor, Alexander Emelianenko. Les deux hommes vont alors s'adonner à une bataille épique qui ira au terme des 5 rounds. Fedor l'emporte par décision unanime et s'offre la plus belle victoire de sa carrière. Ce combat sera d'ailleurs élu combat de la décennie par Sport Illustrated. Faisons un petit bond dans le passé. Le 5 octobre 2003 se créent les Pride Bushido. Le premier événement est présenté comme un tournoi opposant les membres de la légendaire famille Gracie à la Team Japan, entraînée par le médaillé d'or olympique de judo Hidehiko Yoshida. Cette rivalité entre le Japon et le Brésil existe depuis toujours. Pour déterminer quel est le meilleur art martial, Yoshida a affronté Royce Gracie. Le premier combat a été disputé selon des règles spéciales et s'est terminé par une victoire très controversée de Yoshida, car Royce estimait ne pas avoir tapé et était parfaitement conscient lors de l'étranglement. Un combat revanche, selon les règles du MMA, a lieu 1 an plus tard, se terminant par un match nul en raison de l'absence de juge exigée par Gracie, même si dans le fond, Royce domina toute la fin du combat. C'est donc suite à cette rivalité que fut créé les Pride Bushido. Et lors de l'événement, l'équipe Gracie gagna 4 des 5 affrontements face à la Team Japan. Le deuxième événement, lui, a pour but de faire naître 2 nouvelles catégories de poids, les moins de 83 kg et les moins de 73 kg. Seulement, ce n'est qu'en 2005 que le Pride organise un grand prix pour ces 2 catégories. Les finales de ce grand prix ont lieu la même année au Pride Shockwave. Dan Anderson est sacré champion en mi-moyen et le japonais Takanori Gomi devient lui aussi champion des poids légers. En parlant de catégorie de poids, la particularité du Pride, comme beaucoup d'autres organisations japonaises, est qu'ils font tout pour proposer des shows uniques pour les fans. Ainsi, il était organisé des combats entre des adversaires de poids complètement différents, des combats entre des petits et des monstres de la nature, et ce n'était pas toujours le plus lourd qui l'emportait. D'ailleurs, le japonais que vous apercevez à l'écran était un spécialiste de ces open weight bouts. Son nom, Ikuisa Minowa. Alors qu'il ne mesurait qu'1m75 pour près de 80 kg, il battra durant sa carrière une dizaine d'hommes de plus de 100 kg. En plus de 20 ans de carrière, Minowa effectuera près de 120 combats et en remportera une soixantaine. D'ailleurs, Wanderlei Silva, habitué à combattre en poids moyen, voire en poids lourd léger, a affronté l'ancien champion du monde poids lourd du K1, Mark Hunt. Here he is, the biggest event of the year for Pride. Messing up, and he knocks Silva down with that left hand. Oh my gosh. That one striking ability. Oh, big uppercut. You know, because another takedown by Wanderlei. Beautiful job pulling those legs out. And there's looking for the head stomp. Soccer kick misses. It's going to be over. That's it. Oh no, it's not. And we saw this against Yoshida. Alors que le MMA n'était pas encore développé en France et loin d'être légal, quelques Français que vous connaissez sûrement si vous êtes amateur de MMA ont pu faire leur arme dans cette organisation légendaire. C'est notamment le cas de Cyril Diabaté, Grégory Bouchlaghem aka Greg MMA, Jean-François Lenog, Gilles Arsène, David Baron ou encore Bertrand Amoussou, le grand frère de Carla Amoussou est le seul combattant français à avoir remporté un combat au Pride. 6 années après avoir mis un terme à sa carrière, Bertrand Amoussou relèvera le défi de combattre lors du Pride Bushido 3 en 2004. Et il avait bien fait d'accepter ce défi puisque lors de cette soirée, il mettra KO le japonais Yasuaki Rao. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, le dernier Grand Prix du Pride a lieu en 2006. Cette année-là, le Pride a décidé de faire les choses en grand. Comme en 2000, le Pride décide de faire un Grand Prix pour la catégorie Open Weight Bout, c'est-à-dire celle des poids libres. Cette année-là, énormément de légendes étaient présentes pour gagner ce Grand Prix, dont notamment Josh Barnett, Mark Hunt, Alexander Emelianenko, Fabricio Werdum, Alistair Overeem, Antonio Rodrigo Nogueira, Wanderlei Silva et Mirko Cro Cop qui remporta le Grand Prix cette année-là. Fedor n'était effectivement pas présent, souffrant d'une blessure à la main. Concernant la catégorie des poids welter, il y avait d'ailleurs Grégory Bouchlaghem qui s'inclina face à Paolo Filho. Now he's opening up with a ground and pound. Wing blocking is Bouchlaghem. Wow, the length. Whoa. Oh, beautifully done by Bouchlaghem. Some good takedown defense there by Bouchlaghem. Knees coming in. And a knee and a nice right hand, so Bouchlaghem.
Paulo Filho advances to the Elite Eight, the second round of the Bushido Welterweight Tournament. De l'autre côté du tournoi, on pouvait y retrouver des grands noms comme Hector Lombard, Gegard Mousasi ou encore Dennis Keng qui ira en finale du Grand Prix cette année-là. Mais Keng ne va pas affronter Paulo Filho puisque même s'il bat Misaki en demi-finale, il se blesse lors du combat. Il est donc remplacé par Misaki qui gagne le combat par décision partagée et remporte donc le Grand Prix du Pride. Mais au Japon, l'avenir du Pride commence à s'assombrir. Nous vous avions parlé plus tôt du lien avec les Yakuza. Ces informations sont révélées dans un journal local et deviennent notoriété publique. Il y a également beaucoup de rumeurs comme quoi certains combats auraient été truqués. Le diffuseur TV se retire et le Pride va donc se délocaliser aux États-Unis. C'est dans ce pays, à Las Vegas, qu'aura lieu le Pride 33 de Second Coming. La dernière soirée de légende pour cette organisation considérée par certains comme l'une des plus belles Fight Night de tous les temps. Premier fait marquant, l'un des plus gros upsets de l'histoire du MMA. Antonio Rogerio Nogueira, qui a déjà battu Alistair Overeem et Dan Anderson, affronte Ramochiri Sokuju, un combattant camerounais méconnu du grand public. Résultat, Sokuju remporte le combat en 23 secondes. Ce dernier n'en avait d'ailleurs pas fini avec le Pride puisque lors du Pride 34, il mettra KO Ricardo Arona. On assiste également à la revanche entre Alistair Overeem et Mauricio Shogun Rua qui s'étaient affrontés en finale du Pride Grand Prix 2005. Mais le résultat reste inchangé puisque Shogun Rua l'emporte une nouvelle fois par KO. Nick Diaz. Ce nom doit vous sembler très familier. C'est en effet le grand frère de Nate Diaz. Oui, avant d'être le bad boy et superstar de l'UFC, c'est au Pride qu'il commence à faire parler de lui. Lors de cette soirée, il affronte le champion en titre des poids légers, Takanori Gomi. Mais le titre des poids légers du Pride n'est pas en jeu. Expert en jiu-jitsu brésilien, Nick Diaz va à la surprise générale soumettre le champion par l'une des soumissions les plus impressionnantes et improbables du MMA, une gogoplata. Malheureusement pour lui, le résultat a été changé en no contest quelques mois plus tard car Nick Diaz a été testé positif à la marijuana. Et malgré tous ces combats, on ne vous a pas encore parlé du main event de la soirée. Dan Anderson, champion des poids welter, affronte le champion des poids moyens, Wanderlei Silva. Ce combat historique couronnera en cas de victoire de Dan Anderson, le premier double champion de l'histoire du Pride. Mais même s'il était encore champion, Wanderlei Silva venait de prendre le premier KO de sa carrière en 38 combats. Et quel KO, puisqu'il venait de se prendre la jambe gauche de Crocop, qui était connu pour envoyer tous ses adversaires au cimetière. Et depuis ce KO, il ne sera plus le même. Comme si cela ne suffisait pas, Dan Anderson, qui était lui aussi connu pour envoyer les gens au cimetière mais avec ses poings, lui asséna l'un des KO les plus brutals de l'histoire. Oui, Dan Anderson venait de mettre KO Wanderlei Silva grâce à un crochet du gauche et devient le premier double champion dans deux catégories différentes du Pride. Cette soirée sera le dernier événement marquant du Pride. En effet, la magie n'est plus là. Et après le Pride 34, le mardi 27 mars 2007, Nobuyuki Sakibara annonce que Lorenzo Fertitta, copropriétaire de la Zuffa et de l'Ultimate Fighting Championship, rachète à la Dream Stage Entertainment tous les droits sur le Pride Fighting Championship. Suite à ce rachat, le Pride ne sera plus diffusé. En effet, Dana White, l'actuel président de l'UFC, a déclaré qu'il était trop compliqué d'obtenir un contrat TV avec une chaîne japonaise en raison de l'image qu'avait l'organisation à cause des agissements des anciens présidents. Ainsi, pratiquement toutes les stars du Pride s'en vont à l'UFC, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux deviendront les nouvelles stars et champions de l'organisation américaine, montrant la supériorité du roster de l'ancienne organisation japonaise. Le Pride restera à jamais dans le cœur des fans pour son aura et son atmosphère unique, ses règles presque inexistantes et ses combats de légende. L'organisation détient d'ailleurs toujours le record de fréquentation pour un événement de MMA avec plus de 91 000 personnes rassemblées au stade national de Tokyo le 28 août 2002 pour l'événement
l'événement Pride Showcase Dynamite, soirée qui rassemblait le Pride et le K1. Mais ça, nous en parlerons sûrement plus en détail dans un prochain documentaire consacré à cette autre organisation de légende. Si vous avez aimé ce documentaire, n'hésitez pas comme d'habitude à nous le faire savoir en mettant un pouce bleu, en commentant, en partageant et également en vous abonnant si ça n'est pas déjà fait. Nous on se dit à la prochaine pour d'autres documentaires sur le parcours et n'oubliez pas, le Pride ne meurt jamais.